Nous allons démarrer tout de suite avec un premier focus sur la construction durable tertiaire. Nous allons donc prendre le chemin des lycées, des groupes scolaires, des bâtiments d'immobilier de bureaux. Je vais inviter tout à l'heure les participants à cette première table ronde à me rejoindre, mais avant cela, je vous propose de visionner, de découvrir en images deux réalisations. Un premier sujet qui date, alors c'est un film qui a été tourné par Armor TV, qui est une chaîne de télé sur Internet que vous connaissez bien, qui a réalisé il y a environ 18 mois un reportage sur le collège de Châtellerault. Il était en chantier à l'époque. Il a ouvert ses portes pour la rentrée de septembre et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc ça sera le premier sujet. Et ensuite, nous verrons deux autres illustrations beaucoup plus récentes. L'une concernant la réalisation des locaux et du siège social d'Armor Ingénierie, et puis le siège social du groupe Legendre à Rennes, que vous connaissez tous bien sûr. On commence par mettre le cap sur Plouagat-Châtellerault. C'est maintenant. C'est ici, à la sortie de Châtellerault, que les collégiens du secteur feront leur rentrée en septembre prochain. Sur les 3 niveaux de cet établissement, HQE, haute qualité environnementale, on trouve entre autres un foyer, une salle polyvalente d'une centaine de places et 25 salles de classe pour les enseignements généraux, scientifiques et artistiques. Un bâtiment qui présente une particularité majeure. Ici, il n'y a pas de chaudière, ni même de radiateur, et qu'ils le veulent ou non, les élèves seront mis à contribution. Ce sont les élèves qui vont amener suffisamment de calories pendant la journée pour chauffer les classes. Des classes orientées plutôt nord-est, nord-ouest pour limiter donc les apports solaires et ouvert côté sud, sud-est, sud-ouest sur un grand préau solaire qui lui, par contre, va chercher à capter le maximum de calories et à partir de ces calories, on les réinjecte dans un circuit de ventilation double flux. Un préau en guise de chaudière, une pompe à chaleur en appoint et voilà le collège habillé pour l'hiver. Une prouesse technologique rendue possible grâce aux caractéristiques du bâtiment. Un bâtiment compact avec une ossature en béton, une couverture en bois et une bonne isolation sur l'ensemble du bâtiment, le rendant étanche à l'air. Coût de l'établissement 11,5 millions d'euros, un coût peut-être supérieur à la construction à un établissement classique, mais sur le long terme, c'est une économie certaine. Le coût du chauffage pour cet établissement sera de l'ordre de 3 à 4 000 euros par an. Donc pour une surface de quasiment 5 000 m². Aujourd'hui, quasiment l'ensemble des autres collèges, notamment ceux qui ont été construits dans les années 60-70, ont des consommations qui sont quasiment 10 fois plus élevées que l'établissement qu'on est en train de construire ici. Convaincu par ce premier chantier, le Conseil général entend bien poursuivre cette démarche environnementale avec d'ici 2015 2 nouveaux collèges HQE à Bron et Planquette. Alors avant de découvrir les deux autres reportages, je vais en profiter pour inviter les participants à la table ronde à venir me rejoindre. On va gagner un petit peu de temps comme ça. Je demande à Dominique Ramard, conseiller régional, président de la commission environnement du Conseil régional de Bretagne, de bien vouloir prendre place. Il est accompagné d'Olivier Marot, conducteur de chantier chez EMG Charpente, l'entreprise qui a réalisé l'ensemble des murs à Ossature-Bois du collège que l'on vient de voir dans ce film. Merci d'être avec nous. Antoine Grangeret du Conseil général des Côtes-d'Armor, le chef du service du patrimoine bâti, donc le maître d'ouvrage de cet établissement, est également là. Merci. Je n'oublie pas Sabine Lemaine, qui est architecte et qui nous présentera des bureaux qu'elle a réalisés, bureaux pour Pôle emploi, avec aussi des systèmes constructifs tout à fait durables du côté de Morlaix. Et Sébastien Peltrio, le directeur général de Kermarec Promotion, qui lui nous parlera de son nouveau siège social qui est flambant neuf, surtout la nuit, ça flambe, c'est superbe, on le verra tout à l'heure, et ça se passe à Rennes. Voilà, vous êtes installés. On va pouvoir maintenant mettre le cap sur deux autres réalisations. Armor Ingénierie d'abord et le siège social du groupe de BTP Legendre que vous connaissez tous en bordure de Rocade à Rennes. Nous partons pour Langueux, près de Saint-Brieuc, pour découvrir le siège social de la société Armor Ingénierie. Lors de la construction de ce nouveau siège en 2006, son directeur avait souhaité un bâtiment exemplaire autour de 3 concepts clés.
Les concepts clés ont été pour nous d'abord l'intégration architecturale. On voulait implanter notre siège social qui est dans un secteur résidentiel, on peut le voir, et faire en sorte qu'il soit très bien intégré. Donc ça a été notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'était le confort pour l'ensemble de notre personnel. Et là, il y a eu une association du personnel à la programmation avec l'équipe d'architectes et ça a répondu pleinement également. Le troisième objectif qui était en rapport avec notre profession, la performance énergétique, comme nous sommes un bureau d'études fluides, consistait à anticiper sur la future réglementation RT 2005. C'était la RT 2000 qui s'appliquait à notre projet. Et pour ce faire, nous avons souhaité avoir un bâtiment qui soit très performant sur ce plan-là et utiliser un système constructif qui puisse être mis en œuvre par des entreprises locales. Donc on est parti sur un système constructif béton, structure béton avec une ossature poteau-poutre, ce qui nous a permis par un complexe de remplissage et de bardage qu'on peut apercevoir sur derrière nous, de répondre à cet objectif qui a été atteint. Notre bâtiment a été labellisé par l'ADEME THPE, ce qui a répondu pleinement à nos ambitions de performance à l'époque, qui étaient largement supérieures à la réglementation de la RT 2000. À Rennes, en bordure de périphérique, c'est dans l'écoquartier de la Courrouze que le groupe Legendre a choisi d'implanter son nouveau siège social avec une esthétique béton assumée, le choix d'une construction basse consommation et la volonté de favoriser la mixité fonctionnelle. C'était une volonté dès le début de mixer à la fois notre siège social et 10 500 m² de bureau avec une opération de logement qu'on peut apercevoir qui regroupe 64 appartements dont une quinzaine occupés par des salariés du groupe et une crèche qu'on peut apercevoir en contrebas de 44 berceaux, qui est une crèche interentreprise, auquel le groupe a adhéré et qui permet donc à nos salariés d'en bénéficier pour leurs enfants. L'objectif BBC était clairement évoqué dès le début et un objectif, une contrainte qu'on s'est mise supplémentaire a été de laisser le béton apparent. On est des constructeurs béton armé, on veut voir le béton et également voir de grands vitrages. Donc on s'est donné des contraintes supplémentaires et pour les résoudre, il nous a fallu insister sur l'isolation qui a été faite par l'intérieur. Et pour réaliser une bonne isolation par l'intérieur, nous avons dû mettre en œuvre des rupteurs thermiques qui ont été développés pour l'occasion par notre service R&D et qui sont maintenant en commercialisation et dont on va étendre l'utilisation. Pour la partie chauffage, nous nous sommes très vite orientés vers une chaufferie bois qu'on a volontairement mutualisé sur les 3 opérations, donc bureau, logement et crèche, et qui permet ici de chauffer la totalité des surfaces, mais également de fournir l'eau chaude de la crèche et des logements. Voilà, deux exemples récents et tout à fait représentatifs des savoir-faire qui sont aujourd'hui mis en œuvre dans ce type de construction. Alors, je me retourne vers vous, Olivier Marot. Je le disais en vous accueillant, vous êtes chef de chantier chez EMG Charpente, qui est l'entreprise qui est intervenue sur le collège de Châtellerault-Plouagat, qui vient d'ouvrir ses portes à la rentrée il y a quelques semaines. Donc ça y est, c'est fait, c'est parti. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez répondu à ce chantier qui était, on l'a vu dans le reportage d'Armor TV tout à l'heure, assez innovant et simple, mais avec tout de même des exigences techniques très, très importantes. Je vous propose de prendre un micro pour qu'on vous entende bien. Merci. Ça fonctionne, allez-y. Ça fonctionne ? Oui, oui. Donc, pour répondre à votre question, donc, ces chantiers qui sont de plus en plus courants aujourd'hui, donc, qui exigent des performances énergétiques assez poussées, excusez-moi, est-ce que, alors, quand on regarde le profil de votre entreprise, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs pour que vous nous présentiez votre société, entreprise générale, avec des compétences qui sont à la fois comme votre nom l'indique, la charpente, la maîtrise du bois et par extension aujourd'hui des systèmes constructifs qui permettent d'avoir des ossatures bois complètes. Tout à fait. Bon, déjà, au niveau de la localisation, c'est vrai qu'un collège qui se construit à quelques kilomètres de l'entreprise. C'est à côté de chez vous en plus, ça tombe bien. On ne pouvait pas ne pas le réaliser. Déjà, premièrement, c'est la première chose. Deuxièmement, donc, en termes de technicité, on a mis en place un certain process pour pouvoir réaliser ce chantier.
Tout d'abord en termes d'études via notre bureau d'études intégré, donc au niveau solidité et conception du bâtiment vis-à-vis des plans de la maîtrise d'œuvre, mais également vis-à-vis de toutes les techniques d'étanchéité et pour éviter tous les fameux problèmes de pont thermique qu'on peut avoir sur ce type de bâtiment. C'est là qu'était en quelque sorte peut-être la difficulté principale dans ce bâtiment, puisqu'on l'a compris, c'est un collège qui se passe de chauffage quasiment. Oui. On pourra en discuter dans quelques instants pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Du coup, l'étanchéité à l'air était particulièrement précise et devait être mesurée. Vous aviez l'habitude d'intervenir dans ce genre de contexte ? Alors, on avait déjà réalisé ce type de bâtiment sur un ESAT, un atelier protégé à Landivisio. C'était sûrement une dimension plus petite. C'était plus petit, oui, tout à fait. C'était plus petit, mais c'était quand même une surface d'environ 1000-1500 mètres carrés. Mais avec, entre guillemets, une exigence un peu moindre vis-à-vis du bâtiment. Donc là, vous avez monté en quelque sorte en gamme, si j'ose dire, en tout cas en compétences aussi. Il a fallu. Comment ça s'est passé? Vous avez acquis des nouvelles techniques, formé vos compagnons? On n'a pas attendu le chantier collège Plouagat Châtellerault pour se perfectionner. Dès l'année 2009, on a pris conscience qu'il fallait qu'on s'améliore, et tout bonnement. Et donc on s'est formé, on a formé donc nos collaborateurs en bureau d'études dès le départ, en atelier pour la fabrication et en pause. Et alors, ils ont été surpris au départ? Comment ils ont vécu ce challenge? Il y a une prise de conscience à avoir au départ qui, de toute façon, il faut que ça change. Donc, dès le départ, il faut prendre les bonnes dispositions, il faut faire en sorte que ce soit bien fait, mais surtout, il faut expliquer pourquoi on le fait et comment il faut le faire. Donc, et après, c'est quelque chose qui roule, en fait, qui prend un cycle. Et maintenant, je pense que chez EMG, on ne peut pas faire entre guillemets, un bâtiment qui exige des performances sans penser à tout ce qui va bien, depuis la phase études en bureau d'études, en passant par la fabrication et la pose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes également peut-être force de proposition également en solutions techniques, pour faire évoluer les chantiers dans cette voie-là. Tout à fait, tout à fait. Bon, maintenant, on ne peut pas refaire les projets à la place des architectes, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de trouver les solutions, d'adapter éventuellement pour que tout se passe bien. Mais effectivement, on peut apporter des solutions techniques qui font qu'on augmente les performances du bâtiment. Alors à vos côtés justement, Antoine Grangeret, vous êtes, je le disais, le chef du service du patrimoine bâti au Conseil général des Côtes-d'Armor, qui est donc le maître d'ouvrage de ce nouveau collège costarmoricain. Vous avez fait des choix assez radicaux tout de même lorsque vous avez lancé ce projet. Expliquez-nous peut-être d'abord quels étaient vos objectifs. On a entendu les factures de chauffage qui vont être quand même sacrément diminuées à l'arrivée. Vous nous direz si ça se passe comme ça. On n'a pas encore une première année, mais on peut imaginer que c'est sur la bonne voie. Et puis aussi, comment vous avez changé d'habitude, parce que là aussi, vous avez cassé un petit peu les codes en faisant ces choix constructifs. Oui, parce qu'il faut remettre l'opération dans son histoire. En 2009, on avait un collège à Châtellerault qui avait une capacité de 300 élèves et on avait 410 élèves dans ce collège. Il fallait donc construire un nouveau collège neuf et bien sûr avec des performances énergétiques importantes. Et on avait un délai que de 3 ans, donc un objectif de planning assez court. Et donc on a choisi un architecte qui est capable de le faire. Et là, je le salue, Pierre Bioud, parce que la rentrée 2012 s'est très bien passée. C'est grâce à lui et grâce aux entreprises qui ont réalisé ce chantier. Tout était prêt avant la rentrée. Voilà, en 3 ans, de la validation du programme jusqu'à la réception des travaux en avril. Avril 2009, avril 2012, on a... Parce que vous a même laissé un petit peu de temps pour bien préparer les choses, vérifier que tout tournait bien. Il en faut, parce qu'il faut mettre en place les cuisines, il faut déplacer le mobilier. On était fin prêt là en septembre. Bon, il y a une dernière phase, pour nous c'est pas terminé, et pour les entreprises aussi un peu, puisqu'on est quand même dans les bâtiments BBC, on a une phase d'exploitation très importante, puisque si on veut atteindre ces performances énergétiques, il y a quand même un suivi de l'installation à faire, et aussi un suivi aussi des entreprises, notamment par rapport aux installations techniques qui ont été faites. Alors je crois que justement, dans vos équipes techniques du Conseil général, vous avez décidé de mettre en place des équipes de techniciens spécialisés en BBC pour accompagner tous les professionnels du département qui interviennent sur les collèges. Voilà, tout à fait, il a fallu qu'on se réorganise.
On avait 3 plombiers chauffagistes disséminés sur le département qui faisaient de la modeste plomberie, mais qui étaient des bons techniciens. On les a regroupés au siège en fait, pour piloter toutes les gestions techniques centralisées qu'on a sur le département, puisqu'on sur les 47 collèges, on en a équipé un tiers, et on compte équiper l'ensemble des collèges de ces équipements-là, qui sont forcément prévus dans les bâtiments neufs, mais qu'on met aussi dans les bâtiments existants pour faire des économies d'énergie. Alors oui, ça c'était pour la partie de formation des professionnels, mais est-ce qu'il n'a pas non plus fallu sensibiliser les élèves et par voie de conséquence leurs parents à avoir un bâtiment où il n'y aura pas de radiateur dans les pièces ou presque pas? Oui, alors c'est vrai qu'au début ça fait sourire quand on présente le projet en disant que ça va être réchauffé par le soleil et les élèves, mais bon, ça a été très bien accueilli par les parents et les élèves, et on a mis en place là, dès la rentrée en fait, de la communication envers les élèves en leur expliquant. Il y a même un écran LCD aussi qui explique la consommation du collège aussi en temps réel, pour que les élèves soient sensibles à ces performances énergétiques. C'est de la pédagogie grandeur nature, votre affaire, voilà. finalement. Et c'est vrai que sur l'ensemble des collèges, on veut développer cette pédagogie, puisque les collégiens d'aujourd'hui, forcément, sont aussi les entrepreneurs de bâtiments de demain ou les architectes. Et c'est vrai que dans tous les collèges, on va développer cette pédagogie, notamment par exemple en mettant des panneaux photovoltaïques, même si ce n'est pas forcément en grande taille, mais c'est pour expliquer les principes, quoi. Est-ce qu'on est au début d'une série? Est-ce que c'est le premier objet d'un modèle qui pourrait être dupliqué dans de nouvelles réalisations de collèges dans les Côtes d'Armor ou au-delà? Alors dupliquer, on ne duplique jamais en bâtiment, c'est toujours des prototypes, mais on a lancé un programme pluriannuel d'investissement en 2009, donc lors du lancement de cette opération de 200 millions d'euros de 2010 à 2018. Ce qui nous a permis là de lancer donc 4 autres opérations depuis 2009. Donc là, on va en livrer 4 autres en fait pour les rentrées. Il y en a 2 pour les rentrées 2014, 2 pour les rentrées 2015, soit des grosses restructurations ou des collèges neufs, comme on aura à Bron ou à Planquette. Avec un fort contenu BBC voilà, dans ces programmes. On espère même des meilleures performances. On a mis dans notre programme une exigence un peu plus. C'est ça, les courbes d'apprentissage, voilà. Ça permet de s'améliorer dans la durée. À ce stade de nos échanges, Dominique Ramard, qui vous écoute attentivement, vous êtes, je le disais, conseiller régional et président de la commission environnement du conseil régional de Bretagne. Alors vous, la compétence de la région, ce n'est pas les collèges, ce sont les lycées, mais j'imagine que cet exemple-là doit vous intéresser particulièrement. Et c'est bien la preuve que c'est possible. Vous faites la même chose aussi dans le programme de rénovation ou de construction des lycées en Bretagne? Oui, comme la plupart des collectivités bretonnes, il faut d'abord souligner cet engagement des collectivités bretonnes pour améliorer la qualité du bâti public. Et donc effectivement, la région ayant en charge les lycées, et depuis 2009 a également élaboré un plan pluriannuel d'investissement de 80 à 100 millions d'euros en groupe chaque année, pour engager une rénovation, une restauration complète de son patrimoine, alors avec des objectifs bien sûr de performance énergétique, mais aussi de santé, de sécurité, de conditions de travail pour les agents des lycées, pour les lycéens et pour les personnels enseignants. Donc l'objectif pour la région, c'est là aussi d'être un donneur d'ordre un peu avisé en termes de qualité du bâti. Et donc un éco-référentiel a été mis en place en 2009, et donc c'est la référence pour conduire les opérations les plus exemplaires possibles. Vous avez l'impression que votre écosystème, pour parler au sens large, commence à bien rebondir et s'emparer de cette problématique, que ce soit les entreprises, que ce soit les professionnels qui vous accompagnent dans l'architecture, dans la conduite d'opérations, c'est les bureaux d'études aussi? Ça se fait très progressivement. Ça sera peut-être aussi une des conclusions qu'on pourra faire de cette matinée. Ça fait 10 ans qu'on a engagé la construction durable en Bretagne, et je me félicite avec Yvon Lenormand sur le fait que nous soyons les premiers en France en termes de logements labellisés. Donc malgré 10 ans, on est encore en train d'apprendre à avoir des bâtiments de qualité. Mais effectivement, l'écosystème est en train de répondre de manière très positive. Je pense qu'il y a encore des entreprises qui doivent se former, qui doivent adapter leurs pratiques pour pouvoir répondre à la commande publique, notamment.
Mais on a une chance en Bretagne, c'est qu'on a une présence pratiquement sur tout le territoire d'entreprises performantes. Donc ça a été montré aussi dans les diaporamas d'introduction. Et cette proximité entre entreprises et donneurs d'ordre, c'est vraiment une spécificité bretonne qu'il nous faut savoir utiliser. Donc et ça, c'est un atout qu'il faut cultiver. C'est vrai que Olivier Marot nous le disait, vous étiez voisin, vous êtes voisin du chantier dont on parlait. Est-ce que d'ailleurs ça a fait école dans la petite communauté des entreprises du bâtiment que vous connaissez bien autour de vous? Est-ce que cette démarche qui a été très proactive de la part de MG Charpente a suscité un intérêt, des questions, des commentaires de la part de vos collègues et concurrents? Je sais pas. Les concurrents, ils sont dans leur coin, on est dans le nôtre. On se bat tous les jours pour des marchés, donc je peux pas vous dire. Maintenant, je dirais que chaque entreprise a sa propre politique interne justement de marché et de développement. Vous avez choisi votre camp en tout cas, c'est clair, c'est cette voie-là et vous continuez dans cette voie. Tout à fait, oui, et on continue à se former de toute façon à toutes ces nouvelles techniques et pour pouvoir être au goût du jour et être toujours à la pointe de la technique. Oui. Et alors, on a vu aussi dans le reportage tout à l'heure qui était consacré au chantier du siège social du groupe Legendre que l'innovation va de pair avec toutes ces évolutions. On nous présentait ces fameux, alors je ne suis pas spécialiste, mais des rupteurs pour les ponts thermiques qui avaient été développés spécialement pour le bâtiment en question et qui allaient pouvoir demain peut-être se retrouver sur d'autres chantiers. Chez vous aussi, on peut avoir des petites astuces comme ça, des solutions qui sont peut-être parfois le fruit du bon sens et du bon geste et qu'on peut ensuite dupliquer? Comme le disait Antoine Grandgéré, c'est vrai que chaque bâtiment est un prototype. Donc des solutions constructives, il en existe surtout en bois. Elles sont assez généralisées, mais bon, chaque projet est unique et a une conception unique. Donc oui, développer des systèmes, des astuces, oui, on peut toujours, ou des montages constructifs, oui, on peut toujours en développer. Maintenant, je n'ai pas bien analysé ce que faisait l'entreprise Legendre, mais jusqu'à une certaine limite, c'est ça. Tout à fait, oui. Et puis après, il y a des petits secrets d'entreprise aussi qui font qu'on va pas partager tout de suite. Merci beaucoup, Olivier Marot. Sabine Lemaine, vous êtes architecte à Quintin et vous avez réalisé, parmi les projets que vous avez conduits, notamment les bureaux du Pôle emploi à Morlaix. Et vous avez choisi, dans cette démarche constructive, justement de privilégier des résultats et des performances pour un bâtiment à basse consommation. Expliquez-nous comment vous avez travaillé sur ce projet. Est-ce que là aussi, on est sur un prototype, allez-vous me dire? Donc il a fallu convaincre le commanditaire, il a fallu faire passer des idées, composer avec des normes parfois un petit peu difficiles à accepter. Comment ça s'est passé sur ce projet-là? Racontez-nous. Justement, je crois que c'est une expérience un peu particulière. Je reprends en fait ce que disait mon confrère parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Merci. Lionel Dunet tout de suite, qui était sur l'essentiel du maître d'ouvrage. Moi, je suis un peu une enfant gâtée sur le dossier parce que le promoteur, qui est un maître d'ouvrage privé, a une démarche complètement différente et il ne s'est pas donné de programme comme on peut se donner un programme vis-à-vis de labellisation ou d'obligation vis-à-vis du Grenelle, comme on peut le rencontrer en maîtrise d'ouvrage public. Là, on a un cas particulier de quelqu'un qui est dans la démarche depuis des années. Donc qui est convaincu. Qui est convaincu, ce qui fait que moi, c'est grand luxe. J'arrive et on n'a plus qu'à travailler en table ronde avec des gens complètement investis, avec une démarche de bon sens essentiellement. Sur la recherche de l'économie d'énergie, sur le fait que ça coûte de moins en moins cher pour les locataires. Donc l'implantation géographique, l'éclairage, zénital, tout ça, ce sont des choses fondamentales. Tout à fait. C'est ce deuxième bâtiment-là, en fait, c'est un peu le grand frère de celui qu'on a fait pour Pontivy. Donc Pôle emploi, j'ai envie de dire entre guillemets, a eu aussi beaucoup de chance puisqu'en fait, on en voit quelques images. Là, on leur a fait un bâtiment sur mesure puisqu'ils avaient des exigences assez importantes en termes de mètres carrés par personne, et tout en essayant de garder l'idée qu'un jour, ça peut aussi être un bâtiment qui ne soit pas uniquement réservé à Pôle emploi et de faire en sorte que ce bâtiment marche avec aussi un poumon d'énergie qui puisse après rediffuser par la double flux la chaleur.
Je ne vais pas en reparler techniquement du projet, mais on est tous maintenant dans la même démarche, avec des planchers béton, avec des murs manteaux et toitures végétalisées. Voilà, on voit la toiture végétalisée là, en cours de pause. Donc finalement, les contraintes que j'avais, elles étaient relativement gentilles, puisque c'était une économie de matériaux, mais je crois qu'on est un petit peu tous quand même aussi dans la même démarche. C'est-à-dire que si on est dans la démarche de dépenser peu d'argent dans le chauffage, c'est aussi de trouver des solutions intelligentes et à pas cher pour faire des bâtiments esthétiques et avec une certaine pérennité. Les systèmes constructifs, justement, sur lesquels vous pouvez vous appuyer aujourd'hui, ils ont nettement évolué. Ça s'enrichit. C'est un processus continu d'amélioration, d'innovation. Depuis 10 ans, on parlait des 10 ans de construction durable en Bretagne. Vous avez noté une évolution? Oui, tout à fait, sur la qualité des matériaux, sur l'ingéniosité des matériaux. Par exemple, là, c'était de la laine minérale qui a été faite à partir de verre concassé et de pare-brise brisé. Donc, moi qui suis une recyclage. championne du volant, ça m'arrange. Au moins, c'est recyclé. Et puis, en plus, avec des entreprises très investies localement. Celui de Pontivy avait été fait avec Issebois, que j'ai rencontré tout à l'heure, avec un principe, j'en parlais qui sera content, parce que c'était un procédé qui était merveilleux. Le promoteur a préféré une autre solution, mais plus par démarche de recherche et pour faire progresser un petit peu la connaissance. Faire progresser et trouver des nouvelles solutions, parce que c'est le deuxième, il y en aura peut-être d'autres, enfin en tout cas il y aura d'autres bâtiments. Oui, il y a quand même, donc, même si chaque bâtiment est unique, il y a quand même cette capacité d'enrichir en permanence la connaissance collective et peut-être s'inspirer de modèles réussis pour sinon les dupliquer, du moins s'en inspirer et faire avancer et réduire les coûts, parce que s'il y a ça aussi. Réduire les coûts et des investissements de temps aussi, parce que par exemple, ces 1500 mètres carrés qu'on a construits à Morlaix, mais on l'a démarré en novembre et pareil pour la rentrée scolaire, au mois de juillet, Pôle emploi, ils étaient dedans avec leur petit bureau. L'avantage, c'est que ça va vite. Ça va très très vite, mais ça demandait aussi un travail, un investissement important des entreprises. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans une démarche maintenant qui n'est plus le maître d'ouvrage qui avait une commande un peu obsolète ou un programme un peu obsolète, un architecte qui avait peut-être un peu ses desiderata et puis après des entreprises qui exécutaient. Je crois que maintenant, là, ce qui est un peu chouette, c'est qu'on est dans une autre évolution et qu'on tend à ne plus aller vers l'isolement et ça, c'est intéressant. Et les entreprises avec lesquelles vous travaillez, notamment dans une logique de proximité, ça a été dit à plusieurs reprises déjà dans cet échange, vous sentez qu'elles se sont emparées de ce sujet et qu'il y a une volonté de travailler, un petit peu d'innover. Énorme. Ce sont des entreprises qui ont été choisies aussi. D'abord, il y avait un expert bois qui était Jean-Yves Riot, donc c'est quelqu'un qui connaît le monde du bois depuis des années, donc les entreprises, il les connaît toutes. Donc chacun a mis un peu la main à la pâte pour faire qu'on ait justement un projet le plus constructif et le plus intéressant possible. Et finalement, ce n'est pas la recherche d'une norme à tout prix qui est intéressante, c'est vraiment la qualité du bâti, son économie générale, c'est ça qui compte. Oui, BBC, c'est bâtiment bien construit aussi. Oui, c'est ce que vous disiez. Moi, c'est pareil, c'est pas ça qui m'intéresse. Je travaille sur des échelles très très différentes et des fois je me dis un peu architecte de campagne parce que j'ai mon petit bureau dans ma petite cité de caractère et voilà. Et je crois que même il y en a plein qui savent pas où je suis, mais c'est pas très grave. Enfin, vous êtes à Quintin, hein, c'est ça? Ouais. Maintenant, ça y est, on sait. Ouais. Enfin, c'est pas très loin de l'ODL par contre. Et en fait, jusque-là, on avait un petit peu de mal à convaincre nos clients de nous faire confiance pour construire des choses avec du bon sens. Et on n'aime pas tellement le côté obligation orthonormée. Et ce serait bien qu'on puisse justement s'en détacher un peu de ces obligations-là, parce que je pense que c'est pas forcément comme ça qu'on construit. On va faire passer le message tout à l'heure, lorsqu'il nous rejoindra, à Philippe Pelletier du plan bâtiment en Grenelle. Sébastien Peltrio, vous êtes le directeur général de Kermarec Promotion, donc promoteur privé, et vous venez de réaliser pour votre propre compte un bâtiment emblématique à Rennes pour abriter votre siège social. Bâtiment qui a été salué par la critique puisqu'il a reçu le Grand Prix régional des Pyramides d'Argent 2012. Donc c'est une distinction qui est toujours très, très recherchée et qui couronne un savoir-faire. Expliquez-nous ce qui a motivé votre démarche, parce que c'est vrai que ce bâtiment-là, il a des partis pris aussi, des performances. C'est un peu une vitrine d'un savoir-faire. Oui, alors effectivement, nous sommes promoteurs tertiaires depuis quand même
longues années. Et on souhaitait avoir une vitrine de notre savoir-faire, non seulement pour les futurs clients, mais aussi pour, vous l'avez dit, c'est le siège du groupe, pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et donc, vous êtes parti d'emblée dans une recherche de performance énergétique. C'était ça qui vous a guidé ? J'ai apprécié le bâtiment bien construit. La recherche, la performance en soi n'est pas l'objectif principal. C'était la technicité du bâtiment. On a eu l'occasion, il y a 3 ans, de construire un bâtiment avec une ossature béton et des murs en ossature bois. Et donc, on voulait répéter cette expérience en incorporant toutes sortes de nouvelles technologies, à la fois donc sur la coque, mais aussi sur la vie intérieure, tous les aspects techniques qu'on pourra développer. On en découvre quelques vues. Ça, c'est la vue d'artiste telle qu'on la verra dans quelques semaines maintenant, parce qu'il est presque fini. Je suis passé devant hier, il y a encore des petits réglages à faire. Ouais, voilà, il nous reste encore 15 jours, 3 semaines, et la façade principale, qui est la façade rue de Château-Giron, à Rennes, sera terminée. Alors, c'est un bâtiment qui est conçu sur 3 volumes. On a eu une contrainte quand même à l'origine de ce projet-là, puisqu'on a acheté ce terrain-là via un appel d'offres de la ville de Rennes. Et dans cet appel d'offres, on nous avait imposé aussi, on avait effectivement l'obligation d'installer une église protestante. C'est ça, il y a un supplément d'âme dans votre bâtiment. Un petit supplément, oui. Et donc c'était pas une grande surface, 300 mètres carrés, mais alors on avait une église, on avait la volonté d'avoir un siège aussi, un immeuble un peu média, un peu à forte valeur ajoutée pour le groupe. Un immeuble signal. Un immeuble signal, effectivement, on va en parler tout à l'heure. Et puis il restait un solde d'environ 500-600 mètres carrés de bureaux tertiaires. Donc pour faire vivre ces 3 éléments, on a conçu, enfin l'architecte Valérie Tréguer a conçu effectivement 3 volumes, puisqu'on a la chance d'être sur 3 angles de rue. Et donc ces 3 volumes s'orientent en fonction des angles de rue. Et donc vous avez la partie effectivement église qui est un peu en retrait, mais c'était aussi leur souhait, qui n'est pas du tout en lien direct avec la vie tertiaire du siège ou même des bâtiments d'à côté. Et puis vous avez donc avec une solution extrêmement basique, avec béton matricé, enfin quelques isolations par l'intérieur, quelque chose d'extrêmement basique. Et puis vous avez ensuite 2 volumes, dont le volume siège, où on a souhaité créer, vous l'avez dit tout à l'heure, un immeuble signal. C'est-à-dire que dans la journée, c'est un immeuble qui a pour vocation à rester un petit peu, comment dirais-je, transparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un habillage. Alors là, on le voit de nuit. Ouais, voilà, on le voit de nuit. En fait, la structure du bâtiment, vous avez, c'est une structure béton, poteau-poutre, avec mur ossature bois ou de cellulose. On a isolé en laine de bois à l'intérieur. Et puis, nous sommes venus rajouter une vêture extérieure. 2 vêtures, une vêture avec de l'acier noir sur la partie tertiaire classique, et puis une vêture un peu plus originale, c'est ce qu'on appelle de l'inox perforé sur la partie siège, donc rue de Château-Giron. Et sur cette partie perforée, juste derrière cette peau, on a installé un système de LED. Il y a à peu près plus de 150 LED, et l'idée c'est que dans la journée, nous avons un effet miroir, et moi je vous invite à passer devant. Ça commence vraiment à prendre forme, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le bâtiment lorsqu'on arrive de loin. Le bâtiment se cache un petit peu, il reflète en fait ce qu'il a en face de lui. Et puis on voulait une respiration nocturne, mais une respiration nocturne. Alors là, c'était pendant les phases chantier, je précise. Aujourd'hui, la double peau n'était pas encore mise, mais on la voit en bas à droite. Il y avait une autre perspective qui était peut-être un peu plus. Si on peut revenir un sur zoom, oui. L'image précédente, je pense. En lumière. Elle arrive. Voilà. Donc vous avez effectivement cette luminosité, cette respiration nocturne derrière cette double peau. Et ça change de couleur en plus. Et ça change de couleur, ça s'anime, ça se programme. Attention, on va vous confondre avec une boîte de nuit si ça continue. C'est souvent ce qu'on nous a dit. Ça va faire un peu flashy. En fin de compte, non. Contrairement à ce qu'on peut penser, et les essais le montrent, on a pris des gens spécialisés aussi pour créer ça. C'est spectaculaire, Parcours Lumière, des gens très connus dans le secteur. On voulait vraiment un bâtiment qui respire. Donc il n'y a pas de phénomène d'éblouissement, il n'y a pas de phénomène bling-bling, il n'y a pas. C'est vraiment une respiration, effectivement, du bâtiment. Et je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on va faire encore d'autres essais. Et lors de l'inauguration, le bâtiment fonctionnera. Et pour les fêtes de Noël, ça sera complètement dans le ton. On a vu les couleurs. Oui, ça marche alors bien. je tiens à préciser, parce qu'on est quand même dans un caractère environnemental, c'était aussi un souci pour nous de savoir effectivement le reproche qu'on pourrait nous faire d'avoir une animation d'un bâtiment aussi
Énergivore, c'est l'image que ça pourrait renvoyer. Bon, mais le calcul montre aujourd'hui que 6 heures par jour, effectivement, le soir de fonctionnement de ces LED, sur l'année, ça ne coûte pas plus de 600-650 €. Donc c'est quand même un bâtiment qui est peu énergivore et qui aussi à l'intérieur fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place une GTC, une gestion technique centralisée, qui permet aussi, alors un petit peu dans le même esprit que dans le collège, de rendre un peu plus acteurs les gens qui habitent le bâtiment et les clients qui viennent, puisqu'on est en train de créer une interface graphique qui rend un peu plus ludique toutes les informations que la GTC peut ramener. Donc là aussi, il y a de la pédagogie à l'égard même de vos collaborateurs. En premier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire un bâtiment qui consomme peu si vous laissez les fenêtres ouvertes. Si vous voyez, en général, on va créer, nous, des courbes de prévision. Et chaque jour, on saura si on est au-dessus ou en dessous de ces courbes. Enfin, il y a plein de petits schémas réalisés autour de ce que peut permettre la GTC. Voilà. Et le promoteur tertiaire que vous êtes, a-t-il l'intention justement de tirer les enseignements de cette expérience grandeur nature pour éventuellement demain la proposer ou proposer certaines parties des solutions mises en œuvre dans Ekyo sur d'autres réalisations? Alors, la première expérience pour nous, ça a été quand même la relation avec la maîtrise d'œuvre et les entreprises. On a l'habitude de travailler régulièrement avec certaines entreprises. Bon, là, c'était le siège. On voulait quand même ne pas prendre de risques. Donc, on a aussi fait confiance à des entreprises qui nous suivent régulièrement. Et puis, il y a un partenariat. Il y a un partenariat. Et puis, il y avait un deuxième critère, ce qu'on appelle chez nous le savoir-faire un peu intelligent de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait une certaine technicité à la fois dans la coque et à l'intérieur. Et on voulait des entreprises dont on savait qu'elles étaient capables, je dirais, de nous accompagner et d'accompagner la maîtrise d'œuvre sur des suggestions très très particulières, en fait, imposées par le bâtiment ou par ce qu'on souhaitait en termes de résultats. Et le résultat était quand même globalement positif. Hein. Donc demain, on pourrait imaginer qu'il y ait que ça soit revisité sur d'autres projets. Alors, à suivre. La méthode pour être revisitée. Bien sûr. Les savoir-faire évoluent chaque jour, mais le bâtiment restera unique. Parfait. Merci beaucoup Sébastien Peltriot pour cet exemple. Un dernier mot sur cette séquence. Je reviens vers vous Dominique Ramard par rapport à cette exigence de qualité qui a pu être exprimée à travers les témoignages qu'on vient d'entendre dans ce domaine de la construction durable tertiaire. C'est vraiment important aujourd'hui que les maîtres d'ouvrage tertiaires s'emparent de ces sujets-là. On a vu la dimension pédagogique. Je sais que ça vous tient à cœur, ça, cette sensibilisation. Les gens qui fréquentent ces bâtiments, les collégiens dans les collèges, les lycéens dans les lycées, les salariés dans les sièges sociaux, finalement ils peuvent s'imprégner de cette culture-là aussi. Moi, ce que je retiendrai des propos qui ont été tenus, c'est qu'on voit qu'on n'est pas seulement sur la construction d'un bâtiment, mais on est sur la construction d'un lieu de vie, véritablement. Et donc là encore, dans la dernière intervention, on parle des usages, la façon dont les occupants du bâtiment vont pouvoir s'approprier le bâtiment. Donc c'est vrai pour les collégiens, les lycéens, toutes les personnes en fait qui occupent ces bâtiments donc, de qualité. Et donc, il y a un enjeu en termes de construction durable qui est aussi sur l'usage qu'on va faire de ces bâtiments. Je m'aperçois que souvent, on livre des bâtiments et les personnes ne savent pas les utiliser. Il va falloir avoir des notices d'utilisation des bâtiments, mais il ne s'agit pas non plus de trop encadrer la façon dont les gens vont vivre. Les lumières donc, sur le bâtiment qui vient d'être présenté, c'est aussi pour montrer qu'effectivement, il faut respirer et il faut qu'on prenne du plaisir à habiter ces bâtiments-là. Donc, il ne faut pas qu'on soit forcément dans une approche environnementale qui soit triste, mais ça soit une approche environnementale qui permette de gagner en confort et qui permette de gagner en qualité de vie. Et donc c'est ça aussi donc, la pédagogie de la vie qu'on doit donner donc, dans ces différents bâtiments. Pas la norme pour la norme, comme nous disait Sabine Lemaine, mais plutôt effectivement un usage partagé et puis une forme de plaisir aussi à habiter un lieu. Merci beaucoup Dominique Ramard, merci à vous pour cette première séquence. Dominique Ramard, vous restez avec nous, je vous propose aux autres intervenants de regagner leur place.